Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Quand lors d'une échographie, on apprend que notre enfant présente une malformation, c'est le choc. Audrey, maman de la pétillante Cassandra, a vécu un véritable traumatisme. Elle a vu son monde s'écrouler. Mais soutien, courage et force l'aident à avancer et à toujours garder espoir. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous raconte son histoire. Donc, je m'appelle Audrey, je suis la maman de Cassandra qui va avoir 16 mois. Elle est née donc le 6 décembre 2021. Moi, j'avais fait une PMA en solo en Belgique parce que j'habitais là-bas à ce moment-là. Et l'âge avançant, voilà, j'ai décidé de faire une PMA en solo. J'ai eu la chance, ça a fonctionné du premier coup. Ensuite, j'ai décidé de rentrer en France. Donc, l'insémination, c'était au mois de mai 2021 et au mois de juin, je rentrais en France. Et ensuite, donc super contente, ça avait bien marché et tout. Et à l'écho T1, le 13 juillet, donc à l'hôpital de proximité, je me suis rendue avec ma meilleure amie pour cet écho. Et là, on m'a annoncé qu'il y avait une malformation, donc un laparoschisis. Donc en fait, les intestins de ma fille se développaient à l'extérieur. Donc en fait, son ventre ne s'était pas fermé et ses intestins étaient restés à l'extérieur. Donc là, déjà, c'était moi un premier choc. Heureusement, j'avais ma meilleure amie qui était avec moi, qui est Kitty, qui m'a soutenue vraiment. Voilà, j'en remercie énormément tous les moments qu'elle a passés à mes côtés à nous soutenir. Donc voilà, malformation. Donc là, c'est un suivi dans une maternité niveau 3, enfin, au niveau de la grossesse, suivi de grossesse. Les rendez-vous se succèdent, donc on m'explique, bah oui, bon, c'est une malformation pour les intestins, mais en général, on a eu le rendez-vous avec le chirurgien à Strasbourg en septembre et qui nous explique qu'en fait, bah oui, il y aura des opérations à la naissance, ils vont remettre les intestins à l'intérieur en une fois ou en plusieurs fois. On va attendre que le transit se remette en route et puis en général, voilà, c'est quelques semaines d'hospitalisation, mais c'est des malformations qui gèrent très bien. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais qui gèrent très bien. Donc moi, j'étais vraiment plutôt rassurée. J'ai lu aussi pas mal d'articles scientifiques sur la malformation. Et puis, en effet, tout ce que je lisais était assez rassurant. Donc, OK, nickel. Donc, moi, je suis plutôt positive en général. Donc, je continue à mener ma vie, je continue à bosser, je continue à faire de la rando, à être très active et tout ça. Bon. Et le 10 novembre, je fais une menace d'accouchement prématuré avec fissure de la poche des os et début de contractions. Donc j'étais à 29 semaines. Et donc là, j'étais hospitalisée à Strasbourg en surveillance. Donc, je suis restée 4 semaines au service des grossesses à risque. Où pareil, là, j'avais des échos tous les 2, 3 jours pour surveiller les intestins. Voilà, ils ont vu que ça se dilatait, que les intestins s'inflammaient, mais bon, ils préféraient attendre parce qu'il y avait le risque de la prématurité aussi. C'était vraiment une période d'attente, ces 4 semaines euh, à l'hôpital. Et le 6 décembre, bah là, j'ai vraiment rompu la poche des os. Donc, j'ai une césarienne à 14 heures et la petite est née. Elle a tout de suite pleuré, j'ai tout de suite entendu, ils me l'ont montré une fraction de seconde. Donc voilà, très contente d'entendre sa voix. Elle avait eu aussi, enfin, j'avais eu les piqûres pour la maturation des poumons.
donc du coup, qui avait bien marché, parce qu'elle était vraiment très, très tonique et ça se passait. Voilà, l'accouchement s'était vraiment très bien passé. J'étais super bien entourée aussi par l'équipe. Il y avait ma meilleure amie qui était là aussi, qui a accompagné Cassandra jusqu'au bloc, parce que du coup, Cassandra devait être opérée de suite à la naissance. Donc moi, on m'a emmenée en salle de réveil. Et là, il y a l'anesthésiste qui est passé pour me dire que l'opération s'est très bien passée, qu'ils ont remis les intestins en une fois. Donc moi, j'étais super contente, quoi. Bah, génial, ils ont pu remettre en une fois. Ça va bien se passer. L'opération s'est bien passée, génial. Bon, le soir même, je vais voir Cassandra. Donc, elle était en réa néonate. Bon, j'étais pas super en forme, je suis pas restée très très longtemps, mais voilà, super contente de la voir. Bon, avec les fils, hein, bien sûr, intubée et tout ça, enfin, tout ce qui s'ensuit, mais j'ai pu la voir. Et l'anesthésiste avait été très rassurant par rapport à l'opération, donc super. Donc moi, je redescends dans ma chambre et le lendemain matin, le chirurgien qui a opéré Cassandra vient me voir pour m'expliquer comment s'est passée l'opération et tout. Et en fait, il m'annonce que c'est un peu plus compliqué que ce qui était prévu. Il m'a montré une photo. Alors cette photo, elle restera gravée à jamais dans ma mémoire parce que on voyait son ventre et on voyait une grosse boule noire au-dessus de son ventre. Et en fait, c'était ses intestins qui avaient nécrosé. Et donc, il m'a expliqué que il a dû beaucoup couper, qu'il a dû beaucoup couper, que il n'a pas pu voir ce qui restait parce que dès qu'il touchait, ça saignait, il y avait beaucoup d'inflammation et tout ça. Donc, il a remis dedans, il a refermé et puis on attend 2, 3 semaines et on réopère dans 2, 3 semaines et on voit comment ça va. Ok. Donc là, c'était le deuxième choc. Mais bon, je restais encore super positive. J'étais toujours enfin, super bien entourée et tout. Je dis, bon, allez, ça va aller. Au niveau préma, ça se passait bien et tout ça. Donc moi, j'ai été transférée après. Je suis allée à la maison des parents, juste à côté de l'hôpital. Donc ça, une super équipe, vraiment bien accueillie et tout ça. Et pareil avec les soignants, que ce soit en réa néonate ou en soins intensifs néonate, enfin, tout le monde est vraiment exceptionnel. On est vraiment soutenu et accompagné. Vraiment, c'est vraiment le terme accompagné. Et donc la deuxième opération était prévue le 23 décembre pour regarder ce qu'il en était de ses intestins. Et là, le soir du 23 décembre, mais alors ça a été un choc. Là, je me suis vraiment effondrée parce que le chirurgien m'a annoncé en fait qu'il restait 25 centimètres d'intestin. Donc 25 centimètres d'intestin grêle et 2 tiers du côlon. Que l'intestin était vraiment très abîmé, ce qui restait était vraiment très abîmé, et que le côlon était vraiment très atrophié parce qu'il n'avait pas été stimulé. Et là, je me demande, mais comment c'est viable? Comment c'est possible de 25 centimètres d'intestin, sachant que normalement, elle aurait dû en avoir 1,70 m par rapport à son âge à peu près. Là, ça a été vraiment le coup de massue sur la tête. Heureusement, pareil, j'étais suivie par la psy de néonate qui m'a expliqué par la suite qu'en fait, ouais, que j'ai vécu. Enfin, c'est un traumatisme hein, quand on vous annonce ça. Il y a tout qui s'écroule autour de vous. Hein, c'est un réel traumatisme. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que ça légitime aussi ce qu'on ressent. Enfin, c'est pas rien, quoi. C'est presque un état de guerre quand on vit tout ça. Enfin voilà, donc elle était de nouveau en réa, après nouveau passage en soins intensifs, parce qu'au niveau respi et tout ça, tout le reste, ça allait bien. Elle a eu ses premières selles mi-janvier à peu près, parce qu'il a fallu restimuler le côlon. Elle avait pareil, elle avait des sondes dans le ventre, elle avait une sonde aussi encore dans le nez. Pour évacuer ce qui n'arrivait pas à passer par le bas. Hein. Les premières selles, ça a été avec des lavements au tapioca. Je me souviens pour essayer de générer, de stimuler le côlon. Voilà. Et à ce moment-là, donc, comme elle avait une sonde qui permettait de décharger le surplus, je pouvais l'allaiter. Ça, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais alors, c'était des tétés au chronomètre.
C'était 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de tétée. Je crois qu'on était arrivé à 6 minutes, mais en sachant que voilà, que ça passait dans la sonde de décharge, hein. C'était vraiment juste pour son oralité. Mais c'était des moments, enfin voilà, c'est quelques minutes qui ont vraiment été très très importantes aussi pour le lien, je pense. Et pour ressentir une connexion entre elle et moi. Par la suite, elle a été remise à jeun et tout ça, et j'ai pas pu continuer à allaiter. Et ça, c'est une de mes grandes déceptions sur le début du rôle de maman, de ne pas avoir pu continuer à allaiter. 3-4 semaines d'allaitement et au chronomètre. Voilà, c'était 4 fois 2, 3, 4 minutes. Voilà, ça, c'était un peu frustrant. C'était un peu frustrant, mais c'était ces quelques minutes où j'avais quand même l'impression un petit peu de nourrir ma fille. Voilà, je dis un petit peu parce que c'est pas des choses qu'elle gardait, mais ça, c'était quelque chose vraiment d'important pour moi. Et ensuite, voilà, se sont passées les semaines du mois de janvier, et ça stagnait au niveau de ses intestins, et les médecins à Strasbourg n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc on a été transféré à Paris. On a été transféré à Paris en février pour avoir leur avis, parce que par la suite, en fait, elle serait suivie à Paris, parce qu'avec 25 centimètres d'intestin, voilà, on m'a annoncé qu'elle sera nourrie par un cathéter central pendant 5 à 10 ans. Donc en fait, elle a une sorte de grosse perfusion qui va directement au cœur, et qu'elle sera nourrie par ce biais-là, le temps que ses intestins se mettent en place, le temps que ça grandisse. Donc voilà, on m'avait parlé de 5 à 10 ans, hein, de branchement, donc en sachant que c'est des soins stériles. Et c'est Paris le centre de référence pour un retour à domicile avec ce genre de soins-là. Donc c'est pour ça qu'on est parti à Paris pour avoir leur avis, parce que on n'avançait plus. Elle avait toujours ses sondes de décharge et on n'arrivait pas à s'en passer, hein. Sinon, elle vomissait. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Et donc à Paris, ils ont longtemps hésité, on n'opère pas, on fait une stomie ou pas. Finalement, ils ont décidé de ne pas faire de stomie. Ça, c'était les ascenseurs émotionnels, parce que même eux, c'est toujours délicat de faire une opération en plus. Ça veut dire d'enlever de l'intestin encore, et 20 sur 25 centimètres. Ils ne voulaient pas prendre le risque encore de devoir recouper pour une stomie. Et donc, on était resté 15 jours à Paris, et une opération de rallongement était prévue après en juin. Donc, fin février, le chirurgien nous dit, bon, voilà, on prend ce plan-là, en juin, on se revoit, on l'opère, vous faites la formation et vous rentrez à la maison. OK. Et le chir, il me dit, ça je m'en souviens, le chirurgien me dit, bon, ben, on se revoit bientôt. Je dis, bon, nous, ça faisait quand même depuis le 10 novembre qu'on était à l'hôpital. Le 6 décembre, elle est née. Je dis, on se revoit bientôt en juin. Moi, ça me paraissait une éternité, quoi. On m'avait parlé de quelques semaines d'hospitalisation, et puis là, on en était déjà à 3 mois de suite. Euh, et de nouveau, voilà, des mois d'attente. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la temporalité entre l'hôpital et la vie de monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment pas du tout la même. En fait, quand on est hospitalisé, quand on vit des parcours comme ça, compliqués à l'hôpital, on est vraiment en dehors du temps, en fait. Les gens, ils vivent leur semaine, ils sont contents du week-end pour en profiter, et nous, on est dans une sorte de latence complète. Et on regarde les autres qui vivent, et puis nous, on est là et on est dans l'attente, des jours, des semaines qui ressemblent, des mois qui se ressemblent. Heureusement qu'il y a les saisons qui changent, quoi. Voilà, on a vraiment un autre rapport avec le temps. Alors du coup, pendant ce temps à Paris, j'étais à la maison des parents aussi. L'hôpital de Bray, ça faisait pas longtemps, ça devait faire 3-4 mois qu'elle avait ouvert la maison des parents. Donc aussi de la Fondation McDo, comme à Strasbourg. Et donc, heureusement qu'ils étaient là aussi, hein, parce que ouais, ils voyaient très bien quand on arrive, si on va bien ou pas. Et ils arrivent toujours à trouver les mots pour qu'on continue à avancer. Et puis ouais, c'est vraiment de l'entraide, avec les autres familles aussi, parce qu'on rencontre des gens qui vivent des situations à peu près similaires, ou parfois beaucoup plus difficiles.
aussi, hein, et ça nous aide à relativiser, hein. Surtout à Paris par rapport à Strasbourg. À Strasbourg, il y avait des parents où le parcours était plus simple. À Paris, c'était vraiment des cas qui étaient beaucoup plus lourds. Donc, il y avait une entraide et une fraternité. Et en fait, on se recrée une nouvelle, de nouveaux liens sociaux. Parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas vécu tout ça, ils peuvent pas comprendre. Mais vraiment pas. Et moi, ce que ça m'a vraiment rapporté, là, enfin, tout ce passage-là, c'est l'humanité. Beaucoup d'humanité, le lien entre les gens qu'on rencontre et le handicap. Et en fait, dans ce milieu-là, avec les handicapés ou les pathologies lourdes, il y a énormément, énormément d'humanité. Des rencontres humaines qui sont exceptionnelles. Je garde encore maintenant des liens avec des mamans et tout ça. Et l'association aussi, l'association La Vie par un fil, donc c'est une assoce qui... En fait, il y a plusieurs pathologies, qui regroupent vraiment plusieurs pathologies, mais c'est que pour les branchés ou les familles de branchés. Donc, soit comme Cassandra par un cathéter central en nutrition artificielle, ou alors qui ont une gastrostomie, hein, par une nutrition donc qui passe quand même par le système digestif, mais voilà, nutrition artificielle à domicile. Et Stassos, ça m'a permis de rencontrer des familles, des parents qui vivaient ça avec leurs enfants aussi, de rencontrer des adultes aussi qui sont branchés, discuter avec des adultes, de voir que bah oui, la vie est quand même possible, après avec des contraintes de temps et tout ça, mais la vie est quand même possible. Et cette association, elle fait le lien entre les familles et les hôpitaux, les médecins. Ils contribuent beaucoup à la qualité de vie des branchés, et ils se battent vraiment pour le droit des branchés, hein. Et ils sont très actifs au niveau du ministère de la Santé, ils se battent vraiment pour nos droits. Enfin voilà, c'est vraiment une association qui est exceptionnelle. Ils font beaucoup de choses, et voilà, comme ça touche plusieurs pathologies, mais autour d'une même problématique, ils arrivent vraiment à faire bouger les choses. Donc ça c'est chouette, et je les remercie aussi beaucoup, et tous les parents avec qui j'ai pu échanger aussi, pour me rassurer sur la suite, quoi. Du coup, de début mars jusqu'au mois de juin, on a été hospitalisé, enfin Cassandra a été hospitalisée à l'hôpital de proximité pour moi me permettre de rentrer à la maison. Donc après, moi, j'ai pu rentrer du coup chez mes parents, parce que c'était quand même beaucoup plus simple aussi, au niveau logistique, parce que bah, du coup, je rentrais dormir, mais bah, tous les matins, je partais à l'hôpital, et tous les soirs, je quittais ma fille dès qu'elle dormait, et je rentrais à la maison. J'ai la chance qu'elle dort très bien la nuit, donc du coup, pas trop de culpabilité à rentrer dormir à la maison pour vraiment me reposer. Ça, c'est important de dormir, et d'avoir des temps de repos. Et quand elle était à Strasbourg, moi, je m'octroyais toujours une journée, voilà, où j'allais la voir le matin à l'hôpital tout de suite, et après la journée, elle était pour moi, et je revenais à l'hôpital le soir à 18h, quoi. Voilà, une fois par semaine, je me permettais ça. Il y avait d'autres familles qui se permettaient de rentrer une nuit, dormir chez eux, mais ça, c'est important de s'octroyer quand il y a des hospitalisations longues comme ça. Parce que pour être pleinement présent pour son enfant, il faut être un minimum reposé pour pouvoir être présent, quoi. Là, de début mars jusqu'à juin, donc on était à l'hôpital de proximité. Voilà, donc Cassandra a commencé à être débranchée aussi à Pâques, hein, l'année dernière, donc de sa nutrition, donc ce qui m'a permis vraiment de l'avoir pour moi, sans relier à aucun fil. Donc ça a été une renaissance, hein, une réelle renaissance, de pouvoir la prendre et la déplacer dans la chambre sans avoir peur de tirer sur le fil. Ça, c'était génial comme moment. Et après, donc, elle avait toujours la sonde de décharge, et on a pu l'enlever, cette sonde qu'elle avait donc dans le nez, qui allait dans son intestin, dans son estomac. On a pu l'enlever fin mai. Et donc là, fin mai, donc elle était à 4 fois 10 millilitres de lait pour maintenir l'oralité. Et donc là, on a pu enlever cette sonde, parce que ça passait, les 4 fois 10 passaient, plus ces sécrétions. Voilà. Fin mai, on a pu enlever la sonde, et on a fait un examen, et on s'est rendu compte
que l'opération ne pouvait pas avoir lieu parce que ses intestins n'étaient plus dilatés. Donc l'opération qui était prévue en juin, voilà, elle a évité une opération. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et on est parti donc fin juin à Paris faire la formation avec ma maman. 3 semaines de formation pour apprendre les soins stériles. Donc, c'est des soins stériles le matin, des soins stériles le soir, pour la brancher le soir, pour la débrancher le matin. Elle est branchée sur 12 heures maintenant. Donc de 20 heures à 8 heures du matin à peu près. Voilà, c'était 3 semaines à Paris qui sont vraiment très très bien passées parce que l'équipe est vraiment géniale. Donc, pareil, on est retourné à la maison des parents avec ma mère du coup. Et les formatrices exceptionnelles, très bienveillantes. Et, voilà, comme beaucoup de services qui s'occupent comme ça d'enfants, de bébés et des parents aussi, parce qu'ils s'occupent de nous aussi. Ils sont exceptionnels, hein. Voilà. Et le retour à la maison, donc, le 21 juillet. 21 juillet, donc depuis le 10 novembre, 8 mois et demi. 8 mois et demi à l'hôpital. On rentre enfin le 21 juillet. C'était très stressant parce que du coup, j'avais la responsabilité de ses soins, la responsabilité de sa santé et aussi la responsabilité de son oralité, hein. Parce que ça, c'est aussi un combat qu'on est toujours un peu en train de mener parce qu'elle est toujours branchée et il faut maintenir son oralité, même si c'est pas une oralité alimentaire, c'est une oralité plaisir. Mais il faut vraiment maintenir ça pour par la suite pouvoir avoir un sevrage de son alimentation artificielle. Et d'avoir toute cette responsabilité-là, le retour à la maison a été vraiment un gros coup dur parce que c'est lourd à porter quand même. Donc le mois d'août a été difficile. Heureusement, on a toujours pu contacter Paris, les infirmières coordinatrices, les infirmiers libéraux ici dans le village, qui étaient là en soutien aussi si on était, enfin, si ça allait pas, ou une fois par semaine on refait le pansement aussi. Donc là on a besoin d'être à trois parce qu'elle gigote encore beaucoup. Donc ils viennent une fois par semaine et ça permet aussi de garder un lien si on a des questions à poser ou quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment important. Et l'infirmière du prestataire de service, parce que du coup, on est livré du matériel par un prestataire de service. Et c'est une infirmière coordinatrice aussi qui gère ça. Et elle était présente à notre arrivée le premier soir, quand on est parti de l'hôpital. On a fait le branchement avec elle et le lendemain matin, elle est venue aussi pour refaire le débranchement ensemble. Elle nous a filmé, elle a envoyé les vidéos à Paris. Voilà, donc on est quand même très très bien encadré. Donc ça c'est super, mais ça enlève quand même pas tout le stress qu'il y a autour mais ils font leur maximum. Enfin, voilà, c'est des équipes qui font leur maximum et c'est vraiment génial. Et voilà, donc le mois d'août, ouais, a été difficile et je pense que j'ai eu le contre-coup aussi de ces 8 mois et demi d'hospitalisation avec la fatigue et tout ça. Et après, en septembre, j'ai commencé à bosser 2 après-midi par semaine parce qu'il faut à un moment se remettre dedans, reprendre un rythme. C'est important. Alors, ça met du temps. Il faut accepter aussi que notre corps, il mette du temps à se remettre de tout ça. Et il faut pas culpabiliser parce qu'on n'est pas tout de suite au taquet. Ça prend vraiment du temps. Donc, septembre, j'ai bossé 2 après-midi semaine. Après, j'ai réussi à trouver une nounou qui est exceptionnelle, qui fait vraiment ça par passion et qui a pas eu peur aussi du cathéter. Parce que même s'il n'y a pas de soins en journée, Cassandra, elle est quand même porteuse d'un dispositif médical. Alors, il y a des pansements qui protègent et tout ça. Quand elle est habillée, on voit pas grand-chose. Mais, euh, mais c'est quand même il faut faire attention. Et j'ai trouvé une nounou qui est exceptionnelle, qui n'a pas eu peur de ça, qui est sapeur-pompier volontaire et qui fait vraiment ce boulot-là par passion des enfants. Et je la remercie aussi beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour elle. Voilà. Et donc septembre. Octobre, novembre, ça a été des mois un peu plus compliqués parce qu'elle est beaucoup tombée malade. Donc, à la moindre fièvre, on doit retourner à l'hôpital. Donc, on a fait pas mal de passages de nouveau à l'hôpital. Et après décembre, ça allait mieux. Moins de,
moins de virus, donc moins de fièvre, moins d'hôpital. Et là, en janvier, j'ai décidé de refaire des travaux dans ma maison pour pouvoir accueillir Cassandra chez nous. Donc ça, c'est un projet, voilà, c'est le projet pour 2023, qu'on puisse rentrer chez nous, parce que pour l'instant, je suis toujours chez mes parents, parce que ma mère, elle m'aide pour faire les soins, donc c'est quand même plus pratique d'un point de vue logistique. Et là, à l'heure actuelle, bah, on a un mardi sur deux, on a la livraison du matériel. Et tous les jeudis, on a la livraison des poches de nutrition qui viennent de Paris, en sachant que c'est des poches qui sont enfin, dans un milieu réfrigéré, donc qui viennent par transport frigorifique. Et on a un frigo dédié exprès juste pour ces poches de nutrition à la maison. Voilà, au niveau, ça demande de l'organisation. C'est plus facile au départ, voilà, que je vienne vivre chez mes parents quelques mois, le temps qu'on trouve nos marques. Vraiment, en fait, je pense qu'il faut y aller pas à pas et pas vouloir tout faire d'un seul coup et se laisser le temps que ça rentre dans une routine. Ça, je pense que c'est important. Et aussi de se donner des objectifs réalisables et des projets. Donc là, le projet de retour à la maison, ça nécessite de faire des travaux dans la maison. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et c'est aussi un moment, voilà, j'y vais une journée et demie par semaine faire ces travaux. Et, c'est des moments que j'aime beaucoup. C'est des moments pour moi, pour nous aussi, pour avancer dans notre projet avec Cassandra et avancer avec des projets et des objectifs. Je pense que ça, c'est important aussi. Et faut se prendre des moments comme ça. Il faut cultiver aussi des moments de joie parce qu'il y en a. Les moments où ça va pas, il y en a quand même pas mal. Donc, il faut aussi se créer des moments de joie, des moments de paix et de rigolade, quoi. Le moins de prétexte, la dernière fois, en ouvrant les volets, j'ai vu qu'il y avait de la neige de nouveau dans les Vosges. Et je dis, hop, ben, on va aller voir la neige, on va aller faire de la luge, quoi. Voilà. Et il faut s'accaparer tout de suite ces moments-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi. On me dit souvent, ouais, t'es très courageuse, t'as beaucoup de force, mais en fait, quand on le vit, c'est normal. Moi, j'ai pas l'impression de faire preuve de beaucoup de courage ou quoi. C'est juste que cette situation-là, elle est présente et je pense que on fait avec. Et je pense que tous les parents, voilà, c'est un non-choix. C'est un non-choix parce que on avance avec les enfants et quand on voit Cassandra rigoler ou mais elle pète le feu, quoi. Elle est tout le temps souriante. Elle dit bonjour à tout le monde quand on va faire les courses. Quand elle voit un autre enfant, elle lui fait plein de câlins. Et voilà, elle est tellement motivante aussi. On puise enfin, moi, je puise beaucoup d'énergie chez elle aussi. Elle est très encourageante et très positive comme petite. Moi, il y a une phrase là qui me revient en ce moment souvent, c'est que la vie, elle est tellement courte qu'en fait, il faut la ralentir. Il faut ralentir la vie pour la rallonger. Voilà, vraiment prendre le temps de faire les choses avec beaucoup de qualité dans les moments. Et ça, je pense que c'est une phrase qui résonne beaucoup en ce moment pour moi. Voilà, et que je voulais partager. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!